première table ronde autour de la relance de la compétitivité européenne. Messieurs, dames, je suis sûr que vous mesurez l'avantage et le privilège que vous avez à bénéficier d'un casting, j'allais dire, presque quasi unique au monde. Je vous les présente rapidement. C'est assez simple, hein. Jacques Delarosière, Christian Noyer, c'est deux des plus beaux CV de la République. Jacques Delarosière, ancien directeur du Trésor, directeur général du FMI, gouverneur de la Banque de France, président de la Banque européenne de reconstruction et de développement. Je cite votre dernier livre, mais il y en a beaucoup d'autres. Et je suis sûr que vous êtes même en train d'en préparer un nouveau, tel que je vous connais. Le dernier s'appelle « Le déclin français est-il réversible ?» Christian Noyer, lui aussi, il a été directeur du Trésor, premier vice-président de la Banque centrale européenne, gouverneur de la Banque de France également. Ça a été dit, vous avez publié ce rapport dont on va reparler à la demande de Bruno Le Maire. Je pense qu'il n'y a pas au monde deux personnalités qui se sont autant battues pour les grands équilibres économiques contre l'inflation. Et puis, nous avons aussi, évidemment, dans cette table ronde, il a un très beau CV, lui aussi, Benoît Ranini, le président de TNP. J'ai été frappé par ce qu'a dit Frédéric Pichard sur, effectivement, la question de comment faire. Hein, c'était la question que posait... je vais commencer avec vous, Jacques Delarosière. C'est ce que disait Margaret Thatcher, que vous avez connue, qui disait ne me dites pas ce que je dois faire, je le sais déjà, expliquez-moi plutôt comment. Et c'est un peu la question qu'on a envie de se poser aujourd'hui, puisque tous les rapports ont très bien balisé les chemins. Moi, j'aimerais avec vous quand même revenir, cher Jacques, sur le modèle économique que par lâcheté nous avons laissé se mettre en place au cours des dernières décennies, c'est-à-dire un modèle dans lequel finalement on pensait qu'on pouvait défier les lois de la gravité économique, qui s'est traduit par beaucoup de facilité et notamment par une fuite vers l'endettement. Comment est-ce qu'on sort de ce déni face à ce qui ressemble quand même beaucoup à une fuite en avant? Merci beaucoup de me donner la parole dans cette table ronde. Je suis très honoré d'être parmi vous. Ce qui me paraît clair, c'est que nous souffrons de trois choses dans notre quête de sursaut européen. La première chose, c'est qu'il n'y a plus d'esprit coopératif tel qu'il devrait exister. Parce que quand vous avez une union économique et monétaire, vous êtes tenu d'avoir une certaine discipline commune. Et cette discipline commune n'existe plus. La France a un déficit budgétaire qui est de 6% du PIB, alors que la norme extrême, c'est 3%. Voilà, les autres pays agissent différemment. Chacun y va de sa macroéconomie personnelle. Ça, c'est la première chose. Et on n'y pense pas souvent à ça. On vit avec des disparités, des divergences énormes, et on ne se pose pas le problème de savoir si cet ensemble qui est né pour être coopératif fonctionne vraiment. Alors ça, c'est la première chose. Il n'y a pas d'esprit coopératif. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a plus d'investissement productif. Alors ça, c'est quelque chose sur lequel je veux insister. Il n'y a jamais eu, dans l'histoire telle qu'elle est rapportée par les historiens, il n'y a jamais eu de période de croissance économique sans investissement productif. Ça paraît une tautologie, mais si vous regardez les chiffres de l'investissement productif, je ne parle pas du résidentiel, si vous regardez l'investissement productif, c'est-à-dire les usines, les équipements, les logiciels, vous voyez quelque chose de surprenant. C'est que l'équipement en productif a diminué depuis 20 ans. Alors ça, c'est du nouveau, ça. Nous qui sommes toujours à la quête de nouveautés, nous avons réussi le prodige d'avoir un investissement négatif, c'est-à-dire qui se réduit lorsque on prend la définition de l'investissement productif. D'où le rapport Draghi. Mais
la vérité consubstantielle dans cette affaire-là, c'est que depuis 20 ans, l'investissement productif en Europe diminue, alors qu'il augmente aux États-Unis. Alors, ça, c'est une deuxième constatation qui me laisse souvent désorienté. Parce que vous allez me demander dans un instant qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, je ne vais pas déflorer le sujet, mais il me semble qu'il y a des choses tout à fait élémentaires qui expliquent le déclin de l'investissement en Europe que nous n'avons pas pris en compte. Et si nous ne le prenons pas en compte, nous ne le résoudrons pas. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que on est très bon en Europe sur le déni. C'est-à-dire que depuis 25 ans, notre appareil productif se réduit. Depuis 25 ans, une crise majeure des finances publiques s'installe et nos dirigeants nous ont expliqué que c'était normal et que tant que l'argent était là, sur les marchés, disponible, pas cher, il n'y avait aucun problème. Or, c'est faux. C'est la réalité de ces déséquilibres qu'il faut regarder et corriger. C'est ce que j'essaye de faire dans le petit livre que j'ai publié, qui est d'une simplicité évangélique. Voilà, alors ça, c'est les 3 points. Il n'y a pas d'esprit coopératif, il n'y a pas d'investissement productif, et personne n'y prête la moindre attention parce que c'est le déni. Alors, cher Jacques, on voit bien effectivement que c'est le nerf de la guerre. Hein. Enrico Letta dit par exemple, finalement, à part l'euro et le marché unique, on a encore en France 17 réglementations du commerce différentes, on a 17 codes fiscaux différents, on a 17 systèmes énergétiques différents, on a 17 systèmes de défense différents, on a 17 régimes différents pour la téléphonie mobile, etc., etc. Qu'est-ce qui fait que à un moment, on a su, à l'époque de Jacques Delors, avoir cette magie de la coopération? Qu'est-ce qui fait que, devant cette évidence, et on va y revenir avec Christian Noyer, de la nécessaire agrégation de toutes nos forces, qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive pas? Oui, mais c'est là qu'il ne faut pas se tromper. Et ce que vous avez dit est juste. Les fondements de la construction européenne sont ce qu'ils sont. Ils sont fondés sur l'ouverture du marché. C'est ça la base. C'est le marché unique. Mais si vous réfléchissez un instant à la raison pour laquelle l'Europe a vu réduire son investissement productif, ce n'est pas dans l'imperfection du marché unique qu'il faut le trouver. Ce n'est pas là. C'est dans autre chose. Alors cette autre chose est encore controversée. Mais je me risque ce matin, puisque je suis en territoire, je dirais, ouvert et scientifique, je me risque à vous expliquer ma pensée. La politique monétaire qui a été poursuivie depuis une vingtaine d'années est une politique très accommodante. On crée beaucoup d'argent. On fait du quantitative easing, on distribue beaucoup d'argent. Et il faut comprendre quel est le lien entre cette politique monétaire superactive, d'une part, et d'autre part, la baisse de l'investissement productif. Alors ça, c'est une question que les banquiers centraux se posent rarement, parce que c'est une question finalement assez désagréable. Et moi, je vais vous donner mon explication, parce que elle est consubstantielle à la deuxième partie de la table ronde, dans laquelle vous allez me dire qu'est-ce qu'il faut faire. Ce que je pense, c'est que lorsque vous gardez ou vous maintenez les taux d'intérêt très bas, voire en territoire négatif, pendant une vingtaine d'années, vous ne faites pas ça sans conséquence. Et une des conséquences, c'est que vous découragez les épargnants
qui avaient le désir d'utiliser leur argent pour des projets à long terme voulaient désincitiver à faire ça parce que la rémunération n'est pas au bout du chemin. Il faut comprendre que Keynes avait très bien décrit le problème. Keynes était l'apôtre des bateaux d'intérêt dans les périodes de récession, pas dans les périodes normales, dans les périodes de récession. Mais il ajoutait toujours quelque chose qui n'est jamais dit par les thuriféraires de Keynes. Il disait, mais faites attention, il ne faut pas que les taux d'intérêt soient trop bas, parce que s'ils sont trop bas, vous allez ouvrir la trappe à la liquidité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si la seule perspective qu'un épargnant à long terme, qui prend deux risques, le risque de immobiliser ses fonds pendant 25 ans et d'autre part le risque technologique, parce qu'on n'est jamais sûr de la filière sur laquelle on va travailler. Ces deux risques-là, si vous ne les rémunérez pas, eh bien vous n'aurez pas l'investissement à long terme. Et ce qui s'est passé, parce que j'ai vérifié ça avec l'Observatoire de l'épargne européenne, j'ai regardé le comportement des épargnants en Europe depuis 25 ans, depuis 2000, et j'ai vu que la partie super liquide des placements des épargnants européens avait surgi d'une manière, je dirais presque effrayante, alors que la partie investie à long terme avait diminué. Et on n'a pas besoin d'être grand clair pour comprendre que l'acte d'investissement comporte deux parties, celui qui investit et celui qui apporte l'argent. Et si vous dites à celui qui apporte l'argent qu'il n'aura pas de rémunération à long terme, parce que c'est ainsi qu'est construite la politique monétaire, eh bien, vous allez perdre cette substance qu'est l'investissement à long terme. Mais alors, Jacques, ça veut dire aussi une préférence pour le présent, une préférence pour la consommation plutôt que l'investissement. Bien sûr. Parce que ce qu'ont fait les ménages en question, c'est de conserver leurs fonds, leur liquidité, de la manière la plus liquide possible, c'est-à-dire dans leur compte d'épargne, dans leur compte en banque, voire pour les plus suspicieux d'entre eux, des billets sous l'oreiller. Et donc, on a réussi, sans le vouloir, bien entendu, c'est une conséquence malheureuse d'une politique plus générale, on a réussi à détourner les épargnants européens, qui sont pourtant de gros épargnants, de l'investissement productif. Alors, je me permets de dire, avec la modestie qui sied en ces affaires, qu'on ferait bien, avant de reprendre le chemin des taux d'intérêt zéro en termes réels, ce qui semble être le cas aujourd'hui des banquiers centraux, on ferait bien de réfléchir à deux fois. Parce que je pense, en tant qu'économiste libéral, que le taux d'intérêt à long terme ne doit pas être fixé par la Banque centrale. Il est fixé par la Banque centrale dans les époques staliniennes, mais dans les époques d'Adam Smith, il n'est pas fixé par les banquiers centraux, il est fixé par le marché. Et je pense que, brochant un peu sur la deuxième partie... Alors allons-y, Jacques, oui, allons-y. Vous n'y tenez plus, je le sens. Donc, comment vous utilisez même l'expression dans votre livre, renverser la table. Il faut renverser la table. Donc maintenant, oui. Comment, une fois qu'on a fait ce constat, comment justement on sort de ce cercle vicieux? C'est une chose très simple. Au lieu de fixer les taux d'intérêt à long terme d'une manière dirigiste par le jeu des banques centrales, il faut laisser le marché des capitaux, avec les offreurs de capitaux, les demandeurs de capitaux, fixer les taux de manière, je dirais, conséquente et ne pas les administrer. Alors, c'est un acte de foi libérale que je fais là, mais j'y crois profondément. Je pense que
Finalement, Adam Smith, c'est mieux que la bureaucratie et pour fixer les taux. Et si vous aviez la liberté de fixer les taux de marché à long terme, ce que je préconise, vous n'auriez sans doute pas une poussée phénoménale des taux d'intérêt, parce qu'il y a des tendances séculaires qui veulent que les taux d'intérêt se réduisent du fait de la démographie et d'une quantité de facteurs structurels. Donc je ne pense pas que ce que je préconise, c'est-à-dire laisser le marché fixer les taux d'intérêt, je ne pense pas que ça va se traduire par une poussée phénoménale des taux d'intérêt. Mais il faut laisser les mécanismes économiques jouer. Parce que si vous ne le faites pas et que vous fixez les taux d'intérêt comme on le fait aujourd'hui, vous, vous perdez quelque chose de fondamental dans le fonctionnement de nos économies. Le taux d'intérêt, ça sert à laisser le marché déterminer ce qui est rentable, ce qui est moins rentable ou ce qui n'est pas rentable. Le taux d'intérêt, c'est un signe d'analyse économique. Alors Jacques, Alors, si vous faites en sorte que ce signe soit rempli par un fonctionnaire de banque centrale, alors vous perdez le caractère analytique et discriminant du taux d'intérêt. Jacques, les marchés, on va y venir. Avec évidemment, c'est une transition parfaite avec Christian Noyer, mais j'ai quand même envie de vous poser une question qui est dans l'esprit quand même de tout le monde. Ce que vous dites est totalement juste, évidemment, mais vous qui avez fréquenté les élites politiques de tous les continents, et la question vaut aussi pour Christian Noyer. Le doute qu'on a, c'est qu'on se dit, mais finalement, devant cette évidence qu'il faut aller vers davantage d'intégration et devant ce constat qu'on n'arrive pas à aller vers davantage d'intégration, est-ce qu'il n'y a pas quand même un manque de volonté politique dans chaque pays, peut-être d'abandonner un peu de sa souveraineté nationale pour aller vers une Europe plus homogène? En fait, on se dit, mais finalement, personne n'a envie d'aller plus loin ensemble, alors qu'il y a de moins en moins de problèmes qu'on peut résoudre Oui, tout seul. mais Emmanuel, vous parlez d'or, c'est évident. Non, mais moi, je ne les connais pas, ces gens-là. Vous les Mais connaissez. non, mais il y a la réalité politique qui est la suivante. On croit, parce qu'on interprète Keynes d'une manière, à mon avis, complètement dépassée et inexacte. On croit qu'en stimulant la création monétaire tout le temps, c'est-à-dire aussi bien dans les périodes de récession que dans les périodes normales, on va favoriser la prospérité et la croissance. On le croit. Mais 20 ans ont passé et ça ne marche pas. Mm. Alors, moi je dis, regardez les faits, je les ai. Il y a une littérature économique de plus en plus importante qui dit ce que je vous dis. Et j'en ai fait le recensement pour le colloque qui va se tenir à la Banque de France cet après-midi. C'est impressionnant. Et, et je dis, ouvrez les yeux, regardez. Si ça ne vous plaît pas, ne le prenez pas, mais regardez-le quand même. Alors, Christian Noyer, encore une fois, on a tous les éléments avec tous les rapports qui sont sortis de l'intérêt d'une intégration européenne plus grande. Juste pour être très concret, est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi ressemblerait notre vie aujourd'hui si on avait un marché européen unifié des capitaux? Ben, une façon d'aborder le sujet, c'est de regarder de regarder comment la segmentation est forte sur les marchés de capitaux. Au fond, tout se passe comme si beaucoup des États membres de l'Union européenne, et là c'est une illustration de l'absence d'esprit coopératif dont parlait Jacques de Rosière il y a un instant, tout se passe comme s'ils se disaient, au fond, moi j'aime bien avoir le contrôle de mon petit marché. Donc j'aime bien avoir mon superviseur à moi, j'aime bien avoir mes infrastructures de marché à moi, avoir ma bourse, ma chambre de compensation, mon infrastructure de règlement-livraison. Et ce faisant, ils se privent de l'accès à un grand marché. Donc, leurs entreprises ne peuvent pas aller chercher des capitaux. Par exemple,
des capitaux sous forme d'actions, qui sont le nerf de la guerre pour le financement de l'investissement productif, sur le grand marché européen. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à faire comprendre et très difficile à partager. Et puis, alors il y a autre chose que la segmentation. Il y a en Europe une appétence très grande pour l'épargne liquide et l'épargne sans risque. Ils font une aversion au risque. Alors, il y a les raisons que Jacques Larosière vient d'indiquer, qui sont les raisons macroéconomiques. Il y a aussi, à mon avis, des raisons, deux autres types de raisons. L'une qui est la fiscalité, l'orientation générale de la fiscalité, qui tente à favoriser trop des produits liquides et sans risque. Alors, pour illustrer quand même cette concentration de l'épargne sur les produits liquides et sans risque, on peut donner 2 ou 3 chiffres. Les dépôts à vue dans l'ensemble de l'Union européenne, c'est 31% de l'épargne financière. C'est 39%, je crois, en Allemagne, 38% en Espagne. Quand on additionne les dépôts liquides et l'assurance vie qui est liquide et garantie, c'est-à-dire pas les unités de compte, mais l'assurance vie qui est remboursable en réalité à tout moment, on monte à quelque chose qui est, je crois, 47% en Europe, 61% en France et 54% en Allemagne. Donc on voit bien cette espèce de concentration pour des raisons fiscales et pour des raisons sans doute culturelles, d'aversion au risque, mais qui sont encouragées par notamment les dispositifs fiscaux. Une seule référence. Mais est-ce qu'il n'y a pas des raisons de réglementation aussi ? Alors, il peut y avoir des éléments de réglementation et notamment, je dirais, on a en Europe une espèce de consumérisme primaire qui, à mon avis, fait beaucoup de ravages. C'est-à-dire que si vous êtes un épargnant européen, que vous voulez investir en actions, même dans un produit très balisé, très réglementé, comme le plan d'épargne en actions, on va commencer par vous demander de remplir au moins 2 questionnaires extrêmement complexes, dont la première question, je crois, porte sur les varans. Donc le jeune qui commence à vouloir investir en actions, il ne va pas se précipiter sur les varans, mais il va être découragé par cette espèce de complexité. Donc il va se dire, au fond, il y a des produits simples, le livret A, l'assurance vie, on ne me demande aucun questionnaire, je sais que c'est bien traité fiscalement, donc je vais aller là-dedans. Et donc, on décourage ceux qui ont envie de prendre des risques et qui financeraient l'investissement productif d'aller dans cette direction. Parce que il faut bien reconnaître que il y a une notion qui est récurrente, hein, c'est un serpent de mer depuis des décennies, et notamment en France, c'est cette fameuse question du fléchage de l'épargne. On voit bien qu'on a essayé tout un tas de dispositifs, même récemment Bruno Le Maire encore finalement a essayé d'encourager ce fléchage vers des placements plus productifs et un peu plus risqués. Et pourquoi on n'y arrive pas ? Pour ces raisons de complexité. Alors, il y a des pays où on y arrive mieux, parce que, notamment, ils ont des systèmes d'épargne pour la retraite qui sont puissants. Je pense notamment aux Pays-Bas ou à la Suède. Ils ont des fonds de pension, ils ont des systèmes d'épargne retraite puissants. Dans un pays comme la France, on souffre du fait que progressivement, parce que ça n'était pas le cas avant 1980, mais on a considérablement, enfin, on a rendu obligatoire le 2e étage de retraite par répartition. Et donc, on a donné le sentiment aux gens qu'ils n'avaient pas besoin d'épargner pour la retraite.
alors même qu'on sait que la démographie est telle que, à long terme, c'est impossible de vivre uniquement sur un système par répartition, non seulement pour le premier étage, mais pour le second étage. Et comme on a commis l'erreur de ramener l'âge de la retraite à 60 ans, je parle du début des années 80, pour financer cela, on a en même temps progressivement, mais considérablement, augmenté les prélèvements qui pèsent sur les employeurs. Ce faisant, on a renchéri considérablement le coût du travail et donc on a provoqué ce qu'on appelle aujourd'hui la désindustrialisation, c'est-à-dire que on a encouragé les entreprises à aller investir ailleurs qu'en France et moins en France. Alors, je vous cite juste parce que c'est très révélateur de la difficulté d'avoir une position cohérente. Il y a 2 études qui sont sorties ce matin. La première qui dit que les Français seraient très heureux de vivre jusqu'à 100 ans, mais qu'ils ne veulent travailler que jusqu'à 60 ans. Ça, c'est le premier point. Et quand on leur demande, mais alors vous, Français, concrètement, pour réduire nos déficits, notre dette, etc., qu'est-ce que vous préconisez? Ils proposent de réduire de 50% le montant des retraites. Voilà. Donc, il y a une espèce de schizophrénie qui est effectivement compliquée à dénouer. On sent bien, Christian Noyer, que le chantier de l'unification des marchés de capitaux, c'est un des grands chantiers de la Commission qui va se mettre au travail. Est-ce que vous pensez qu'on peut avoir une avancée significative de ce chantier au cours des prochaines années et en s'y prenant comment? Alors, il y a bon, un des domaines que nous avons mis en exergue, mais qui a été défendu de la même façon par Mario Draghi et Enrico Letta, c'est ce qu'on appelle la titrisation. Qu'est-ce que ça veut dire? La titrisation, enfin, tous les participants connaissent très bien, mais pourquoi est-ce qu'on a mis l'accent là-dessus? Parce que c'est une façon de favoriser l'investissement à long terme, d'offrir des produits d'investissement à long terme pour le financement des infrastructures, pour le financement des besoins de capitaux des entreprises à long terme, dans un univers où la taille des bilans des entreprises et des banques est limitée par les règles de fonds propres qui sont tout à fait nécessaires et naturelles. Et donc, on s'est dit, ça c'est un domaine qu'on devrait pouvoir développer. Quand on regarde ce qui s'est passé en matière de titrisation dans le monde, on s'aperçoit que bien sûr, il y a eu le stigma qui est venu de la grande crise financière 2008-2010. La réglementation qui a été mise à l'époque était une réglementation d'urgence. On n'a jamais eu d'ailleurs de problème en Europe. Le problème est venu uniquement de défaut d'origination aux États-Unis. Mais le taux de défaut en Europe est resté extraordinairement faible, 0, quelque chose, 0,33 je crois, et on n'a eu aucun défaut sur les tranches AAA européennes. Alors que le taux est monté considérablement aux États-Unis, qui ont corrigé les défauts d'origination, mais qui n'ont pas mis en œuvre la réglementation bâloise. Mais surtout, quand on regarde ce qu'ont fait les autres, le Canada, le Japon, l'Australie, ils ont pris quelques réglementations du type des réglementations européennes, l'interdiction de la retitrisation, l'obligation de rétention par les originateurs d'une fraction des tranches de titrisation. Et ensuite, prenons l'exemple du Japon, ils ont relâché, ils ont supprimé les pénalisations qui avaient été instaurées pour les tranches de titrisation. Ce que j'appelle les pénalisations, c'est le surcroît de demandes de capital, de charges en capital pour les banques ou pour les compagnies d'assurance qu'on a imposées. Mais ils les ont supprimés une fois qu'ils avaient fait des réformes qui renforçaient encore la sécurité de ce produit. Le résultat, c'est que la titrisation s'est effondrée en Europe. On a perdu les 2/3 de ce qu'on faisait avant la crise, alors qu'elle a doublé dans l'ensemble des juridictions, pour faire simple.
Et donc, on a un manque à gagner qui se traduit par des centaines de milliards de capacités de financement par an. Et quand on regarde le besoin d'investissement productif, le besoin d'investissement dans les infrastructures de transition énergétique ou de transition digitale, on s'aperçoit que c'est un domaine dont on a absolument besoin. Et je crois que ceci commence à être assez bien compris et partagé en Europe. D'ailleurs, la Commission a lancé une consultation sur la réforme de nos règles. Parfaite transition, Christian Noyer, avec Benoît. Justement, on voit bien qu'il y a ce nerf de la guerre financière, Benoît, mais le sursaut de l'Europe, il passe aussi par la compétitivité, par l'innovation. Enrico Letta veut faire de l'innovation le 5e droit fondamental européen. Là encore, comment on s'y prend quand on voit le retard qu'on a globalement vis-à-vis de la Chine, des États-Unis? Est-ce qu'on vise certains créneaux? Sur quoi l'Europe peut-elle afficher une excellence et redresser la pente par rapport aux États-Unis et à la Chine? En fait, je pense que la technologie, l'intelligence artificielle, on l'a tous déjà dit, et les rapports Letta et Draghi l'ont souligné, vont nous permettre de faire de la productivité dans les grandes entreprises, dans les administrations. La question, c'est est-ce que ça va être suffire pour créer le fameux sursaut dont on parle? De mon point de vue, non. C'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Nécessaire parce que si on ne fait pas ça, et si on ne fait pas bien ce déploiement de technologie dans les entreprises et dans les administrations, on n'aura pas les gains de productivité qu'on doit avoir. Mais malheureusement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les autres, nos grands compétiteurs mondiaux, vont aussi faire ça. Donc on ne va pas rattraper le retard qu'on a. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, ils vont être aussi, voire meilleurs que nous, dans la rapidité et le déploiement de ces nouvelles technologies, en particulier les États-Unis. D'autant plus que toute cette technologie-là, il faut aussi se le rappeler, elle est aujourd'hui opérée par des grands Américains. Il faut arrêter de penser qu'on va les rattraper, voire les dépasser, ou créer des géants européens qui vont pouvoir se battre avec les GAFAM. Les GAFAM, aujourd'hui, sont plus puissants que les États. Ils ont des capitalisations boursières qui dépassent les PIB des grands pays européens. Ils peuvent racheter ce qu'ils veulent, où ils veulent. Donc aujourd'hui, je crois que il faut utiliser ça pour se transformer vite et effectivement travailler sur 3 autres dimensions. Parce que, je dis conditions nécessaires, et maintenant suffisantes, pour moi, il y a 3 grands leviers. Le premier levier, c'est Christian, Jacques en ont déjà parlé, puis les rapports Letta et Draghi, et je ne veux pas revenir là-dessus. Pour moi, il y a une obligation de pouvoir et de transformation politique pour qu'une bonne fois pour toutes, on aille plus loin dans la création de l'Europe, parce qu'aujourd'hui, on parle de l'Europe, 17 000 milliards de PIB, 520 millions, mais on voit bien que ce n'est pas un marché unique. Et qu'aujourd'hui, à la différence des États-Unis, de la Chine ou de l'Inde, on n'a pas de grand marché unique où les entreprises peuvent se déployer. Donc, il faut créer des plateformes européennes avec des plans à 5 ans sur l'énergie, sur la finance, sur la défense. Et il faut disposer de ces plateformes et de ces technologies de manière européenne avec effectivement une perte de souveraineté locale et une meilleure souveraineté européenne. Et ce n'est pas ça dont moi je voulais parler, parce que ce n'est pas vraiment mon domaine de compétence. Mon domaine de compétence, c'est les entreprises. Et mon champ de compétence, c'est les entreprises. Moi, je pense qu'aujourd'hui, au niveau des entreprises européennes, il y a beaucoup de choses à faire pour accélérer la souveraineté et la compétitivité de l'Europe. Parce que les entreprises, c'est puissant en Europe. Les 50 plus grandes entreprises européennes, c'est 5 000 milliards de chiffre d'affaires. C'est plus gros que le PIB allemand. Donc si ces entreprises européennes, elles travaillaient mieux ensemble, et ça veut dire quoi travailler mieux ensemble? Ça veut dire développer plus des géants européens. Parce qu'il y a des années, on a créé des géants européens. Dans l'aéronautique, dans le militaire. Quand on voit Airbus, MBDA, on en parle assez souvent en ce moment, c'est des succès. Mais ça fait longtemps qu'on a pu créer de géants européens. Donc il faut créer des géants européens. Donc il faut que les patrons d'entreprise travaillent plus ensemble. Deuxièmement, quand vous regardez les achats de ces entreprises européennes, c'est colossal. Si on mutualisait un certain nombre de choses sur la technologie, sur, par exemple, le cloud souverain, si les 100 plus grosses entreprises européennes avaient décidé ensemble de mettre leurs infrastructures ensemble, on aurait créé une capacité technologique de la taille d'Amazon. Benoît, juste quand même, si on ne fait pas ça, une des raisons,
c'est que on voit bien que les réponses institutionnelles qui sont apportées aux défis chinois, aux défis américains, on est davantage dans la réglementation que dans l'innovation. Enfin, on peut citer les exemples, hein, la fin des voitures à moteur thermique en 2035, la CSRD avec toutes les obligations que ça génère, même chose sur le devoir de vigilance. On a l'impression qu'on se met de plus en plus de contraintes et de moins en moins d'incitations. Ça, c'est sûr. C'est sûr que les contraintes, ça n'aide pas. Mais aujourd'hui, on a une réglementation qui défend beaucoup le citoyen et elle oublie de défendre les entreprises européennes. Mais par exemple, tu parles de l'automobile. L'automobile aujourd'hui, regardons la stratégie des gigafactories dans l'électrique. On n'aurait pas pu avoir une initiative européenne là-dessus avec un seul et unique chemin. Non, en fait, on a pris 3, 4, 5 chemins. Et en plus, avec des alliances, avec des gens qui ne sont pas forcément au meilleur des intérêts de l'Europe. Donc, moi, je pense qu'il y a une responsabilité du dirigeant d'entreprises européennes à penser plus Europe, à travailler plus sur des coopérations entre ses pairs et à travailler sur créer des assets, des plateformes ensemble, parce que ce n'est pas tellement concurrentiel. L'ennemi, il n'est pas à l'intérieur de l'Europe, il est à l'extérieur de l'Europe. Et ça, je pense que c'est essentiel. Et c'est un nouveau mindset qu'il faut avoir. Moi, je suis choqué des fois. J'ai la chance de pas mal voyager. Eh bien, les entreprises européennes ne chassent pas en bande. Il y a les entreprises françaises qui vont faire un show. Les entreprises allemandes, elles vont venir 3 mois plus tard. Les italiennes, 4 mois plus tard. Aux États-Unis, en Chine, ça ne se passe pas comme ça. Ils prennent tous le même avion. Ils y vont ensemble. Nous, on ne fait pas ça. Ouais, donc moi, je pense que ça c'est un vrai sujet. Parce qu'on peut attendre le grand jour du politicien qui va un jour révolutionner l'Europe. D'abord, j'espère que ça va quand même se réaliser, parce que sans eux, on va avoir du mal. Mais je pense que dans le monde de l'entreprise, il y a beaucoup plus de coopération et de création de valeur collective qu'on pourrait faire. Ouais. L'Europe, c'est pas la pluie, c'est le parapluie, c'est ça. Bon, merci beaucoup à tous les trois. Merci, c'était absolument passionnant. Christian Noyer, Benoît Ramimi, Jacques Delarosière.